Et si le silence était la chose la plus bruyante qu'une voix puisse laisser derrière elle? Comment une enfant, qui a fait chanter tout un pays, a-t-elle pu disparaître sans que personne ne la cherche vraiment? Pendant des années, sa voix a résonné partout. Puis un jour, plus rien. Pas d'adieu, pas d'explication, pas de retour annoncé. Fanny Biascamano n'apparaît plus. Aucune image récente, aucun micro tendu, aucun souvenir ravivé à la télévision, seulement une absence. Troublante. Et très vite, une évidence s'impose. Cette histoire ne parlera pas d'un succès, ni même d'un déclin. Elle parlera d'un effacement. Lent, volontaire, presque nécessaire. Car avant de se taire définitivement, Fanny Biascamano aurait confié une vérité. Un secret que personne n'avait jamais osé entendre. Avant de mourir, Fanny Biascamano a révélé le plus grand secret de sa vie. Et ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais la manière dont on se souvient d'elle. Alors la question devient inévitable. Qu'est-ce qui peut pousser une voix adorée à choisir le silence plutôt que la scène? Derrière les souvenirs lumineux, il y a des coulisses que personne n'a jamais regardées de face. Une enfance trop vite propulsée, sous les projecteurs, des attentes démesurées, et ce sentiment d'être aimé pour ce que l'on représente, mais jamais pour ce que l'on est vraiment. Au fil du temps, Fanny Biascamano cesse de répondre aux appels, refuse les hommages, décline les retours que l'on croyait évidents. Ce retrait intrigue, puis inquiète, avant d'être presque oublié. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose mûrit. Une parole longtemps retenue. Une vérité trop lourde pour être dite plus tôt. Car avant la fin, Fanny aurait choisi de parler, une dernière fois. Non pas pour raviver une gloire passée, mais pour remettre du sens là où il n'y avait que des souvenirs. Et c'est cette confidence, intime et bouleversante, qui va nous guider maintenant au cœur de son histoire, là où tout a réellement commencé. La mémoire se fragmente, comme si le récit refusait la ligne droite. Il revient à l'enfance par éclat, par sensation, par silence. À 9 ans, Fanny Biascamano ne chante pas seulement juste, elle chante chargée. Chargée d'un héritage trop vaste pour ses épaules d'enfant, d'une émotion collective qui la dépasse. Sa voix, claire et grave à la fois, réveille une France nostalgique, avide de se reconnaître dans une pureté retrouvée. Et soudain, tout s'emballe. Les plateaux, les tournages, les répétitions tardives, les costumes trop grands pour un corps qui n'a pas encore décidé de grandir. Le succès arrive avant les mots pour le nommer, avant les outils pour s'en protéger. On la félicite pour sa maturité sans voir qu'elle n'a pas encore l'âge de choisir. Les chiffres deviennent vertigineux, mais les repères se brouillent. On attend d'elle qu'elle répète l'émotion à l'identique, qu'elle reste cet enfant qui rassure, qui émeut, qui ne dérange pas. Chaque apparition confirme une image figée, chaque applaudissement renforce la cage invisible. Le premier conflit s'installe là, sans bruit. Comment avancer quand tout le monde vous demande de rester la même? Comment apprendre à dire non quand l'amour reçu dépend de votre conformité? La pression n'est jamais criée, elle s'insinue. Elle passe par les sourires encourageants, par les conseils bienveillants qui deviennent des injonctions, par les calendriers remplis à la place des cahiers d'école. À la maison, l'équilibre se modifie aussi. L'enfant n'est plus seulement une enfant, elle devient un projet, un espoir, parfois un enjeu. Les adultes parlent pour elle, organisent, négocient, anticipent. Les médias, eux, racontent une histoire simple, un don, une évidence, une chance. Mais derrière les récits lisses, une fatigue précoce s'installe. Le corps apprend trop tôt la discipline, la voix apprend trop tôt à obéir. Et dans les moments de solitude, loin des micros, une question revient avec insistance. À qui appartient vraiment cette voix? La tension monte lorsque l'on comprend que la gloire, loin d'ouvrir des portes, en ferme d'autres. L'école devient intermittente, les amitiés se distendent, l'enfance se réduit à des souvenirs volés entre deux obligations. On célèbre la petite prodige, mais on ne lui demande jamais ce qu'elle désire devenir. Le temps, au lieu d'accompagner la construction de l'identité, la précipite. Grandir devient une menace, une voix qui change,
un visage qui s'affirme, et c'est toute l'icône qui vacille. Alors on freine, on ajuste, on corrige. Rester enfant devient une condition implicite du succès. Peu à peu, les premières fissures apparaissent. Une lassitude difficile à nommer, une impression de jouer un rôle même hors scène. Le public applaudit, mais l'enfant, elle, se tait à l'intérieur. Elle n'a jamais choisi d'être une icône, encore moins de porter les attentes d'un pays. Et pourtant, chaque pas hors du cadre semble impossible, presque interdit. La gloire précoce révèle alors son visage le plus cruel. Elle promet l'amour, mais exige l'effacement de soi. Et c'est dans ce déséquilibre silencieux que se prépare la suite, plus sombre, plus intime, là où le secret commence à prendre forme. Le récit bascule sans prévenir, comme si la lumière, trop longtemps braquée, s'éteignait d'un seul coup. La chute ne commence pas dans l'échec, mais au sommet. Quand tout semble acquis, quand le nom est connu, quand la voix a franchi les frontières, quelque chose se fissure. Fanny Biascamano a connu cette reconnaissance rare, presque écrasante, qui donne l'illusion d'une protection éternelle. Les scènes prestigieuses, les projecteurs internationaux, les hymnes repris par des foules entières. Et pourtant, derrière l'image triomphante, une fatigue sourde s'installe, lente, invisible, mais tenace. Le monde applaudit encore, mais l'enfant, elle, commence à disparaître intérieurement. Ce n'est pas une rupture nette, plutôt un glissement. Les attentes changent, les modes aussi. La musique évolue, le public se renouvelle, et la mémoire collective devient capricieuse. La voix demeure intacte, fidèle, mais le regard du public se détourne peu à peu, sans méchanceté, sans explication. Un soir, on n'est plus invité, puis un autre. Les silences s'allongent entre deux propositions jusqu'à devenir la norme. Ce n'est pas une disgrâce spectaculaire, c'est une érosion. Un nouveau conflit surgit alors, plus cruel encore que la pression du succès. Que reste-t-il quand le public n'aime plus qu'un souvenir, pas la personne? On célèbre une époque, une image figée, une enfant éternelle que le temps réel a pourtant dépassée. Chaque tentative de retour se heurte à cette nostalgie implacable. On lui demande de redevenir celle qu'elle était, jamais celle qu'elle est devenue. Grandir, encore une fois, semble interdit. Et cette injonction silencieuse pèse plus lourd que les critiques ouvertes. La solitude s'installe comme une structure. Elle n'est plus ponctuelle, elle devient le décor. Les couloirs se vident, les téléphones sonnent moins. Autour d'elle, le monde continue de tourner, indifférent, pressé. L'oubli commence sans fracas, sans scandale, sans explication officielle. Il n'y a pas de porte qui claque, seulement des portes qui ne s'ouvrent plus. Dans cet espace laissé vacant, les doutes prennent tout à la place. La question de l'identité devient centrale. Suis-je encore quelqu'un sans ce regard qui me définissait? Le récit insiste sur cette période grise, rarement racontée, où l'on ne tombe pas brutalement, mais où l'on glisse hors du cadre. Les repères se brouillent, la reconnaissance passée devient un poids, presque un rappel cruel de ce qui n'est plus. On se souvient de vous, mais on ne vous attend plus. La scène, autrefois refuge et terrain de jeu, devient un souvenir lointain, presque douloureux. Et dans cette distance grandissante, une autre fatigue apparaît, plus profonde. Celle d'avoir tout donné trop tôt, sans avoir eu le temps de se construire en dehors du regard des autres. C'est là que l'enfer après les projecteurs prend toute sa dimension. Il n'est pas fait de scandale, ou de chute spectaculaire, mais d'un lent effacement, d'une lutte intérieure pour exister autrement que comme une archive vivante. La solitude n'est plus seulement affective, elle est existentielle. Elle interroge le sens même de ce qui a été vécu. Était-ce une chance, un destin, ou une dépossession, déguisée en succès? Le récit ne répond pas encore. Il laisse cette question suspendue, lourde, annonçant que derrière ce silence prolongé, quelque chose se prépare, quelque chose qui n'a jamais été dit, et qui pourtant a façonné toute une vie. Le point de bascule n'arrive pas sous les huées ni dans l'indifférence d'un plateau désert. Il surgit dans un moment beaucoup plus silencieux, presque banal, quand tout s'éclaire soudain avec une brutalité insupportable. Fanny Biascamano
comprend alors qu'elle n'est plus attendue comme une artiste vivante, mais convoquée comme un souvenir, non pas pour ce qu'elle pourrait encore dire, créer, transmettre, mais pour ce qu'elle a été, figée dans un âge, dans une voix d'enfant, devenue relique. Cette prise de conscience n'est pas progressive. Elle frappe comme une évidence tardive, irréversible. Elle réalise qu'elle n'existe plus que comme une archive, une image que l'on ressort à date fixe, un extrait sonore que l'on diffuse pour raviver une émotion passée, jamais pour en créer une nouvelle. On ne lui demande pas de renaître, mais de rejouer. Pas d'inventer, mais de répéter. Et dans ce décalage cruel, quelque chose se brise définitivement. La célébrité n'est plus un rêve perdu, ni une promesse trahie. Elle devient une identité impossible à porter, un costume trop étroit qui empêche de respirer. Cette lucidité agit comme un choc intérieur. Continuer ainsi serait se trahir. Accepter ces invitations nostalgiques, ces hommages figés, reviendrait à renoncer à toute forme d'existence authentique. Le récit insiste sur ce moment précis, rarement raconté chez ceux qui ont connu la gloire trop tôt. L'instant où l'on comprend que le problème n'est pas l'oubli, mais l'enfermement dans le souvenir. Être rappelé sans cesse à ce que l'on n'est plus, sans jamais être autorisé à devenir autre chose. La violence véritable se révèle alors. Elle n'a jamais été la chute médiatique, ni la disparition des projecteurs. Elle réside dans cette impossibilité de renaître sous son propre nom. Chaque tentative de reconstruction est aussitôt ramenée en arrière, comparée, évaluée à l'aune d'un passé idéalisé. On ne la juge pas pour ce qu'elle propose, mais pour ce qu'elle ne reproduit plus. Cette pression silencieuse, constante, use plus sûrement que n'importe quel scandale. Le récit devient plus intérieur, presque suffocant. Fanny ne lutte plus contre l'industrie, ni contre le public. Elle lutte contre une image qui a pris le pas sur la personne. Le regard extérieur s'est installé à l'intérieur d'elle-même, comme une voix qui murmure que tout est déjà terminé, que le meilleur est derrière, que le présent n'a plus de légitimité. Cette lutte intime, invisible, explique bien des silences, bien des absences. Elle éclaire aussi ce retrait progressif, souvent interprété comme une disparition, mais qui est en réalité un refus. À ce stade du récit, le spectateur comprend que le sommet dramatique n'est pas spectaculaire. Il est profondément humain. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'un choix douloureux, celui de ne plus jouer un rôle imposé. La célébrité, autrefois promesse d'existence, devient une négation de soi. Et face à cette impasse, une question s'impose, lourde, presque angoissante. Comment continuer à vivre quand son nom ne désigne plus une personne, mais un souvenir collectif? Ce moment marque un avant et un après. Tout ce qui suivra prendra racine dans cette révélation intime. Le récit laisse entendre que c'est ici, dans cette lucidité brutale, que se prépare ce qui sera, plus tard, présenté comme un secret. Non pas un aveu spectaculaire, mais une vérité longtemps tue, mûrie dans le silence. Une vérité née de cette certitude glaçante. Pour survivre, il fallait d'abord cesser d'être ce que le monde attendait. Après l'explosion intérieure, le récit ralentit presque brutalement, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Il n'y a pas de fuite spectaculaire, pas de rupture annoncée dans la presse, pas de phrase définitive pour clore un chapitre. Fanny Biascamano s'éloigne sans bruit, sans fracas, sans expliquer. Et c'est précisément ce silence qui intrigue, qui dérange, qui nourrit le mystère. Là où d'autres auraient cherché la revanche ou la reconquête, elle choisit l'effacement. Non pas comme une capitulation, mais comme une stratégie de survie. Le récit insiste sur ce glissement presque imperceptible. Les invitations cessent d'être honorées, les sollicitations restent sans réponse. Les archives continuent de circuler, mais la personne, elle, disparaît du champ. Aucun scandale ne vient justifier cette absence, aucun conflit public ne permet de la raconter simplement. Ce retrait volontaire échappe aux catégories habituelles du succès et de l'échec. Il n'est ni une chute, ni une renaissance médiatique, il est un refus. Refus de continuer à être regardé sans être vu. Dans ce silence, un autre langage apparaît. Loin des micros et des projecteurs,
Fanny investit des territoires que personne n'attendait d'elle. La cuisine, d'abord, avec sa rigueur, sa créativité discrète, son rapport concret au temps et aux gestes. Puis, l'écriture, plus intime, plus lente, débarrassée du regard immédiat du public. Ses choix ne sont pas anecdotiques. Ils racontent une volonté profonde de redevenir actrice de sa propre vie, de produire quelque chose qui n'appartient qu'à elle, sans être comparée à une version antérieure figée dans la mémoire collective. Le silence devient alors un refuge, non pas un vide, mais un espace protégé. Là où la parole publique avait fini par l'étouffer, l'anonymat lui permet enfin de respirer. Le récit souligne cette inversion troublante. Plus elle disparaît aux yeux du public, plus elle se réapproprie son existence. Chaque jour sans reconnaissance devient un jour gagné sur l'angoisse d'être ramenée à ce qu'elle n'est plus. Chaque pas hors du champ médiatique est une victoire silencieuse contre l'identité imposée. Mais cette reconstruction n'est pas sans tension. Une question sourde traverse tout ce passage du récit, sans jamais être formulée frontalement. Faut-il disparaître pour rester en vie ? Est-il nécessaire de renoncer à son nom public pour sauver la personne privée ? Cette interrogation, universelle, donne au parcours de Fanny une dimension presque philosophique. Son retrait n'est pas une négation de ce qu'elle a été, mais une tentative de ne pas y être réduite pour toujours. Le public, lui, ne voit plus rien. Les années passent, les hommages deviennent plus espacés, plus flous. Le souvenir se fige, tandis que la femme, enfin, recommence à bouger. Le contraste est saisissant. Là où l'imaginaire collectif parle d'oubli, le récit révèle une lente reconquête. Là où certains évoquent une disparition, il s'agit en réalité d'une réapparition intérieure. Fanny cesse d'exister pour les autres afin de recommencer à exister pour elle-même. Cette phase de retrait prépare silencieusement la suite. Elle n'est ni un épilogue, ni une parenthèse, elle est le socle sur lequel va pouvoir émerger, bien plus tard, cette parole ultime, ce secret longtemps gardé. Le spectateur comprend alors que rien n'est laissé au hasard. Le silence n'est pas une absence de sens, il est une maturation. Et au cœur de ce calme apparent, une vérité se construit lentement, prête à être révélée seulement quand elle ne fera plus de bruit inutile. La fin n'a rien de spectaculaire, et c'est précisément ce qui la rend bouleversante. Elle ne s'accompagne ni d'un retour sur scène, ni d'un ultime éclat destiné à rappeler au monde ce qu'il a déjà oublié. Elle se déploie dans la retenue, dans une forme de douceur grave, presque silencieuse, comme la conclusion naturelle d'une vie qui aura longtemps été trop exposée. Fanny Biascamano ne quitte pas ce monde dans le fracas d'une révélation scandaleuse, mais dans la clarté d'une vérité enfin assumée. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas un simple souvenir musical. C'est une époque entière, celle où une voix d'enfant pouvait porter, à elle seule, l'émotion collective d'un pays. Une voix devenue repère, refuge, parfois même consolation, pour des millions de personnes qui n'ont jamais imaginé le poids que cela représentait pour celles qui la portaient. Car derrière la mémoire collective, il y avait une existence singulière, fragile, souvent en décalage avec l'image figée que le public conservait. La vérité qu'elle finit par révéler n'accuse personne directement. Elle ne règle pas de compte, elle dérange autrement. Elle met en lumière un mécanisme discret mais implacable. Le succès précoce peut confisquer une vie entière lorsqu'il n'est pas accompagné, protégé, expliqué. Lorsqu'il arrive trop tôt, il ne laisse pas le temps de se construire en dehors du regard des autres. Il enferme avant même que l'on ait appris à se définir soi-même. Le récit prend alors une dimension universelle. On peut être aimé trop tôt avant d'avoir compris qui l'on est. On peut être applaudi sans être entendu. Et l'on peut, paradoxalement, être oublié non pas parce que l'on n'a rien donné, mais parce que l'on a tout donné d'un seul coup. Cette violence-là ne fait pas de bruit, elle ne laisse pas de traces visibles. Elle agit lentement, en profondeur, jusqu'à obliger à un choix radical, continuer à exister pour les autres, ou disparaître pour se sauver. Ce qui frappe dans le parcours de Fanny, ce n'est pas la chute, ni même l'oubli progressif. C'est la manière dont elle a refusé de crier. Elle n'a pas cherché à dénoncer bruyamment,
ni à reconquérir une place perdue. Elle a choisi une autre forme de courage, plus discrète, plus exigeante, reprendre possession de soi loin de la lumière. Là où tant d'autres s'accrochent à une image passée, elle a accepté de laisser mourir le symbole pour que la personne puisse vivre. Cette victoire est invisible aux yeux du public, mais elle est essentielle. Elle rappelle que la réussite ne se mesure pas uniquement à la reconnaissance ou à la durée de la célébrité. Elle se mesure aussi à la capacité de se retirer sans se renier, de transformer le silence en espace de reconstruction et de refuser d'être prisonnier d'un rôle que l'on n'a jamais choisi. Dans ce sens, la trajectoire de Fanny n'est pas celle d'une étoile filante, mais celle d'un être humain qui a fini par reprendre le contrôle de son propre récit. Alors que le récit touche à sa fin, une évidence s'impose lentement au spectateur. La plus grande révélation n'est pas un secret spectaculaire, ni une confidence dramatique. C'est cette leçon simple et troublante. Une voix n'a pas besoin de crier pour exister, et une vie n'a pas besoin d'être visible pour être pleinement vécue. Dans le calme qu'elle a choisi, Fanny Biascamano laisse une trace plus profonde encore que celle des projecteurs. Une trace faite de lucidité, de dignité et d'une liberté reconquise au prix du silence. Et si le vrai courage n'était pas de rester sous les projecteurs, mais de savoir les quitter avant qu'ils ne vous effacent? La question ne surgit pas comme un slogan, elle s'insinue, lentement, presque à contretemps, au moment précis où l'on croit avoir tout compris. Car plus le récit avance, plus une évidence dérangeante se dessine. La lumière qui révèle peut aussi consumer. Et l'applaudissement, à force de se répéter, finit parfois par recouvrir la voix qu'il célèbre. À cet instant, le spectateur n'est plus face à une biographie, mais face à lui-même. Il comprend que ce qui est en jeu dépasse largement une trajectoire singulière. Le parcours de Fanny Biascamano agit comme un miroir tendu à toute une génération qui a appris à confondre reconnaissance et accomplissement. Tout, dans son histoire, interroge cette croyance silencieuse selon laquelle rester visible serait une victoire en soi. Or ici, le mouvement est inverse. C'est le retrait qui libère, c'est l'effacement volontaire qui redonne une forme de vérité à l'existence. La caméra imaginaire s'attarde sur les interstices, sur ces moments où plus personne ne regarde, où la vie cesse d'être commentée. Là, dans cet espace dépouillé de regard, quelque chose renaît. Non pas une carrière, ni une revanche, mais une présence à soi. Le secret qu'elle révèle avant de mourir ne tient pas dans une phrase choc ou une confession spectaculaire. Il se déploie dans une idée simple, presque inconfortable. On peut choisir de ne plus être ce que les autres attendent, même si cela signifie disparaître de leur horizon. Ce glissement progressif trouble profondément, car il oblige à revisiter le récit dominant du succès. Il ne s'agit plus de savoir jusqu'où l'on peut monter, mais combien de temps on peut rester sans se perdre. La gloire précoce, présentée si souvent comme un rêve absolu, apparaît ici comme une force ambivalente, capable d'élever autant que de figer. Et lorsque l'identité se construit sous le regard permanent des autres, comment savoir qui l'on est réellement une fois les regards détournés? La tension du récit ne retombe pas, elle se transforme. Elle devient intérieure, presque philosophique. Le spectateur sent que la question finale n'attend pas de réponse immédiate. Elle demande du temps, du silence, peut-être même un inconfort salutaire. Chacun est renvoyé à ses propres choix, à ses propres projecteurs, visibles ou invisibles, ceux du travail, de la famille, du regard social, de l'image que l'on entretient, parfois au détriment de ce que l'on ressent. Ce que suggère cette histoire, sans jamais l'imposer, c'est que quitter la lumière n'est pas toujours une fuite. Cela peut être un acte de lucidité, une manière de reprendre la main avant que le récit ne se referme sur une version figée de soi. Il n'y a ni héroïsme tapageur, ni tragédie démonstrative, seulement une invitation à reconsidérer ce que l'on appelle courage. Non pas celui qui s'exhibe, mais celui qui accepte de se taire pour continuer à exister autrement. Et alors que les mots s'espacent, que la voix off ralentit, une dernière sensation s'installe, celle d'avoir été conduit jusqu'au bord
d'une réflexion intime, sans jamais être poussé. La question reste suspendue, volontairement ouverte, comme une respiration prolongée après la dernière note. Et si le véritable acte de force, au fond, n'était pas de durer sous la lumière, mais de choisir le moment exact où l'on s'en détourne pour ne pas disparaître avec elle. Et lorsque le silence retombe enfin, il ne reste plus ni projecteur, ni applaudissements, ni chiffres à commenter. Il reste une voix intérieure, plus discrète, mais infiniment plus juste. Celle qui murmure que certaines existences ne se mesurent d'être pas à leur durée sous la lumière, mais à la fidélité qu'elles ont su garder envers elles-mêmes. L'histoire qui s'achève ici ne cherche pas à clore un destin, elle invite à l'écouter autrement, comme on écouterait un écho lointain qui continue de résonner bien après que la musique s'est arrêtée. Fanny Biascamano n'a pas laissé derrière elle un scandale, ni une revanche, ni même un regret formulé à voix haute. Elle laisse une interrogation douce et persistante, presque inconfortable. Que devient-on lorsque l'on cesse d'être ce que les autres attendent? Dans un monde où tout pousse à rester visible, à se montrer, à prouver sans cesse sa valeur, son parcours rappelle que se retirer peut aussi être un acte de courage. Non pas un renoncement, mais une reconquête. Celle de son temps, de son souffle, de son identité. Ce récit nous apprend que le succès précoce peut être un cadeau fragile, parfois trop lourd à porter sans protection. Il montre aussi que l'oubli, souvent vécu comme une injustice, peut devenir un refuge, un espace de reconstruction invisible. On peut être aimé trop tôt, applaudi trop fort, puis laissé dans le silence. Et pourtant, trouver, loin de tout cela, une forme de paix que la gloire n'avait jamais offerte. Au fond, la véritable transmission de cette histoire n'est ni une chanson, ni un souvenir figé dans la nostalgie. C'est une leçon de vie simple et profonde. Il est permis de choisir sa sortie, de refuser le récit imposé et de reprendre possession de soi